Bonjour à toutes et tous. Pour rappel, nous sommes étudiantes à Sciences Po Lille et nous avons été invitées à animer ce colloque. Nous allons nous intéresser aux tiers-lieux, des lieux culturels multiformes. Donc aujourd'hui, on porte une attention particulière à la participation active des publics dans une logique qui fait écho à la notion de droit culturel qui est au cœur des réflexions actuelles. Et donc dans ce contexte, certains lieux ne sont pas uniquement des lieux de diffusion, ce sont aussi des espaces hybrides où cohabitent à la fois création artistique, vie quotidienne, mémoire collective et finalement qui ont des usages multiples. Et donc c'est ce qu'on observe notamment dans les tiers-lieux culturels qui sont souvent installés dans d'anciens lieux patrimoniaux. Et ce sont des endroits où l'on croise à la fois des expositions, des spectacles, des ateliers, des moments de rencontre, et puis finalement qui sont aussi des espaces de convivialité. Donc cette table ronde propose 3 regards complémentaires sur des projets qui font vivre des lieux patrimoniaux, chacun à sa manière, entre mémoire, création et participation citoyenne. On va donc explorer cette notion qui est à la fois assez vaste et floue, et on va tenter de mieux cerner ensemble ce qu'on entend par tiers-lieu, et surtout comment on peut l'incarner par des exemples concrets. Donc pour cela, nous avons la chance de recevoir 3 intervenants venus des 4 coins de la France pour nous présenter leurs structures qui sont profondément ancrées sur leur territoire. Donc Karen Baudet, vous êtes directrice du SIU. Le SIU, c'est un regroupement associatif installé dans une ancienne manufacture de tabac à Morlaix. Donc c'est un acronyme, donc S comme le cinéma La Salamandre, E comme le théâtre L'Entresort et W comme Wart, qui est producteur de musique actuelle et organisateur de festivals. Donc le SIU, c'est un lieu hybride qui regroupe plusieurs espaces et qui a ouvert en 2020. Et donc sa singularité, c'est d'avoir été entièrement pensé et porté par des associations dans une démarche de mutualisation. Caroline Clémençat, donc vous êtes directrice des franciscaines de Deauville depuis plus de 5 ans et vous êtes aussi investie depuis plus de 15 ans dans la ville de Deauville. Les franciscaines, c'est un ancien couvent réhabilité en un lieu transversal et pluridisciplinaire. Donc c'est à la fois un musée, une médiathèque, une salle de spectacle, un restaurant et aussi un lieu de création numérique. Pardon, j'oublie rien. Et c'est un projet qui a été pensé dès l'origine comme transversal et aussi avec une forte logique de décloisonnement des arts et d'ouverture à tous les publics. Et enfin, Benjamin Langagne, vous êtes directeur des publics, de la communication et des partenariats à la Citadelle de Marseille. Donc la Citadelle, c'est un lieu qui a ouvert très récemment, donc en 2024. Et c'est une ancienne prison qui est donc située sur le Vieux-Port de Marseille et qui a été transformée en un lieu multiforme et dont l'ambition est claire, faire de ce lieu qui a été longtemps inaccessible un lieu accessible, un espace collectif au service de la création. D'abord, si ça vous va, ce sera l'occasion aussi pour vous de revenir sur une présentation si vous voulez. On va s'intéresser à la notion de tiers-lieu, donc comment se concevoir sans se laisser enfermer dans des catégories prédéfinies. Et c'est aussi peut-être l'occasion de se pencher rapidement sur votre fonctionnement concret, pratique, on va dire aussi un peu économique, par rapport à la façon dont vous pouvez vous approprier les lieux. Si quelqu'un... Allô ? Ouais. Je veux bien commencer. Nous, on ne s'est pas du tout pensé comme tiers-lieu au départ. C'est-à-dire que le projet, c'est le projet de la réunion de 3 associations du territoire qui se sont mis ensemble pour ouvrir ce lieu nouveau à la demande des collectivités. Mais on va dire que le mot tiers-lieu, dans la gestation du projet, à aucun moment n'a été évoqué. C'est plus une étiquette qu'on nous a collée derrière, parce que finalement, on répondait un petit peu aux critères classiques du tiers-lieu, qui restent à définir encore, mais j'ai envie de dire l'hybridation, le côté participatif, le côté ouvert. C'est une étiquette qui est utile,
parce que ça permet d'aller chercher des fonds publics, mais on n'a pas non plus envie de se laisser enfermer trop dans ce côté participatif. C'est-à-dire que la mutualisation du travail, des activités des associations, c'est ça qui donne l'hybridation, mais on ne peut pas faire participer tous les habitants dans la conception, on va dire, même s'ils participent dans le quotidien du lieu. Je vais suivre et puis je vais rebondir aussi parce que je crois qu'aussi à Deauville, notre objectif, c'était pas de créer un tiers-lieu. Et pour comprendre le projet des franciscaines, il suffit juste de raconter un peu l'histoire du projet et ses étapes un peu tumultueuses. Parce qu'en fait, à Deauville, on a eu envie de construire un lieu de culture depuis très longtemps, depuis 2005. C'était un projet politique affirmé avec la construction d'un pôle culturel qui devait rassembler une salle de spectacle et une médiathèque. Donc c'est très classique, très traditionnel pour un territoire. Et ce projet prend vie jusqu'au démarrage des travaux, où là on est en 2008. Il y a une crise économique, la crise des subprimes, qui touche aussi le petit village de Deauville. Et les élus décident, parce qu'il y avait d'autres projets concomitants, de suspendre le démarrage des travaux, de ne pas remettre en cause le projet, mais juste de suspendre pour des questions financières. Et puis de continuer pour les équipes la constitution des collections, notamment celle de la médiathèque, puisque c'est là où le travail de préparation était le plus important. Et le temps passe, et en 2011 et en 2012, il y a 2 événements qui vont se produire et que la ville va saisir. En 2011, c'est une proposition de donation. Nicole Hambourg, veuve du peintre André Hambourg, propose à la ville de lui faire don de la collection personnelle de l'artiste, et accepter une donation, c'est voilà, un engagement fort, c'est évidemment avoir un espace de conservation, de valorisation et de s'engager vers la création d'un musée. Je n'ai pas cité la fonctionnalité musée sur le projet culturel qui était pensé jusqu'alors, et comme vous le savez certainement, on n'ajoute pas un musée à un équipement qui n'est pas pensé pour. C'est assez compliqué. Et deuxième opportunité, quasiment en même temps, pour dire des fois il y a un alignement des planètes. Le premier projet était une construction neuve à l'entrée de Deauville, quelque chose d'assez classique, et finalement un patrimoine assez important pour Deauville, mais qui était un peu oublié. L'ancien couvent des Sœurs franciscaines, d'où le nom Les Franciscaines, va se trouver libre d'occupation puisque la congrégation des Sœurs franciscaines décide de construire un lieu de vie plus fonctionnel, et elle propose à la ville de prendre leur suite. Et là, voilà, on a un nouveau lieu de 6000 m², la possibilité d'accueillir une collection et donc de s'engager vers la création d'un musée, et on a déjà le projet de développer une salle de spectacle et une médiathèque. Et donc on se retrouve avec tous ces ingrédients et on se dit mais quelle recette on peut inventer pour faire tout ensemble quelque chose de bien, quelque chose qui va enrichir le visiteur. Sachant que Deauville, c'est un village, c'est un territoire confetti, il était évidemment hors de question de construire plusieurs équipements, ça n'aurait pas eu de sens. Et donc on a là entamé une réflexion qui nous invite à voir comment toutes ces fonctions pouvaient converger. Donc l'idée, c'était pas de créer un tiers-lieu pour un tiers-lieu, mais par rapport aux problématiques auxquelles la ville était confrontée, et ses envies et ses ambitions, comment trouver la meilleure des articulations. Et c'est comme ça que le projet hybride des franciscaines a vu jour. Eh ben je découvre en fait qu'on partage le fait qu'on n'ait pas choisi, ou presque que le fait que la terminologie de tiers-lieu soit imposée à nous. Alors nous, on était assez, alors pas contre, mais en tout cas assez opposés au fait d'être effectivement classé dans cette division tiers-lieu qui est hyper plurielle, assez éclatée selon les territoires, qui renvoie aussi à des objectifs de subvention qui peuvent parfois être très différents. On avait déjà beaucoup de qualifications, fort militaire qui existe depuis 360 ans, la volonté de devenir un centre culturel de rencontre, la volonté de devenir un lieu culturel sans vouloir trop le qualifier. Et cette position voilà un peu particulière, et en fait ça s'est progressivement imposé à nous pour tout un tas de raisons sur lesquelles on va revenir plus tard. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de devenir un tiers-lieu patrimonial. Tout ça est très très récent, mais on avait quand même le sentiment que c'est pas un modèle qui est si commun que ça. Et nous, on part vraiment de la contrainte du patrimoine.
Et on a véritablement envie de s'inscrire dans ce qu'aujourd'hui est très qualifié comme un patrimoine réinventé. Et la manière de réinventer le patrimoine aujourd'hui, en fait, elle correspond aux définitions des tiers-lieux qu'on entend beaucoup, c'est-à-dire le partage, la polyvocalité, la pluriactivité, être un lieu de travail aussi, ce qui n'est pas forcément évident pour un lieu de patrimoine qu'on considère en premier lieu comme un lieu qu'on visite, un lieu d'accueil de la création, d'accueil des citoyens. Donc c'est plutôt nous, tous ces usages-là qui nous ont poussés à nous dire qu'on était peut-être légitime sur la définition tiers-lieu. Justement, dans le fil rouge de nos questions, on souhaitait aussi essayer de définir ce qu'est le tiers-lieu à partir aussi de vos exemples. Et on se questionnait justement sur le lien au territoire et au patrimoine local, donc comme vous venez de l'évoquer, sachant que là, on a quand même 3 lieux inédits, donc un ancien couvent, une ancienne manufacture de tabac et un ancien fort militaire. Donc, quels liens entretiennent vos lieux avec le patrimoine, la mémoire collective et aussi les récits locaux ? Je me lance avec le projet Récitadelle en exemple, mais nous, on choisit de traiter 3 patrimoines qu'on nous a confiés de manière à peu près égalitaire. Il y a le patrimoine bâti, donc qui lui est en restauration depuis 21 ans, qui est le support de travail d'un énorme chantier d'insertion qui accueille au quotidien 120 personnes. Donc tout part de ce bâti. Il y a un patrimoine mémoriel qui a été très peu travaillé, très peu étudié jusqu'ici, donc qui est un peu le tréfonds du projet culturel et de là où on place les résidences d'artistes et les interventions d'artistes contemporains. Et il y a le patrimoine naturel aussi, parce que sur les 5 hectares, il y a 3 hectares d'espace vert. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'ai. Oui, le projet Récitadelle, c'est ça. Donc actuellement, on a un projet de recherche-action qui est assez emblématique de la manière dont on essaye de travailler le récit, la collecte de mémoire qui en fait n'existe pas. La ville de Marseille nous a confié ce patrimoine, mais avec très peu de travail préalable sur le patrimoine au sens large. Et ce patrimoine mémoriel, on a envie de le travailler en polyvocalité. On a envie que les citoyens trouvent leur place dans la manière dont on va raconter ce patrimoine, dont on va le faire visiter et puis dont on va le préserver. Donc l'intention, elle est celle de répondre à des réflexions qui sont très proches de celles des droits culturels et à la Convention de Faro, que peut-être certains connaissent, qui reconsidère un petit peu la place du patrimoine dans la vie de la cité et qui donne une place à chacun et qui leur permet d'agir et d'être en échange sur la manière dont le patrimoine va émerger, être raconté. Pour ce qui concerne les franciscaines, le patrimoine existant n'avait pas de protection particulière. Ça avait été un choix politique quand il y a une création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Néanmoins, prendre la suite des sœurs franciscaines dans cet ensemble immobilier qui était composé de différentes époques. Ce n'est pas un ensemble qui a été construit d'un seul tenant et un seul moment. C'est un bâtiment qui n'est pas très ancien, mais Deauville est une ville jeune. Deauville date des années 1860. Ce bâtiment est sorti de terre en 1878. À l'initiative d'une famille trouvillaise qui avait décidé de construire un orphelinat pour accueillir des orphelines, notamment des familles de pêcheurs qui périssaient beaucoup en mer à l'époque puisqu'il n'y avait pas de port. Et donc, elles construisent ce bâtiment et elles vont frapper à la porte de plusieurs congrégations religieuses pour venir gérer le lieu. Et c'est celle des sœurs franciscaines qui s'installe à Deauville. Et la congrégation s'installe en 1881. Elle a été très active jusqu'aux années 1960, puisque cette congrégation a accueilli d'abord des orphelines, puis des élèves externes, donc pour les métiers de soins à la personne, tous les métiers que l'on pouvait donner la bonne éducation aux femmes à l'époque. Et donc on savait que territorialement, il y avait un attachement fort à ce patrimoine. Ce bâtiment, il a été caché sous des couches épaisses d'histoire et donc il était à redécouvrir. Donc la responsabilité du projet, c'était de faire redécouvrir ce patrimoine, de le sublimer à nouveau. Il y avait un potentiel, il était masqué, mais surtout s'engager dans la réhabilitation d'un patrimoine, c'est aussi un geste écologique. Donc ça veut dire qu'il faut minimiser les destructions et essayer de conserver un maximum. Et donc c'est vraiment ce qui nous a été, ça a été notre fil rouge, d'essayer de voir comment on pouvait conserver le maximum des surfaces existantes, voire de donner à des surfaces extérieures une fonctionnalité intérieure. Les franciscaines disposent d'un magnifique cloître. Un cloître, évidemment, c'est un endroit non couvert.
la météo de Deauville est sympathique. Néanmoins, on a très vite pensé qu'une surface de 400 mètres carrés était certainement plus utile si elle était abritée que si elle était en jardin. Donc, on a bien fait, on s'en réjouit quotidiennement. Donc voilà, il y avait quelques dents creuses qu'on a essayé de combler. Mais surtout, on a redonné en fait ces lettres de noblesse à ce bâtiment qui qui était en sommeil, tout simplement. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, nos publics nous disent « Mais qu'est-ce qu'on se sent bien aux franciscaines ?» Cette histoire, cet héritage, elle apporte une sérénité. On en est convaincus. Alors évidemment, le travail de l'architecte est majeur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive à respecter la mémoire des lieux. Et c'est d'ailleurs pour cette raison essentielle, et parce que aussi respecter les fonctionnalités, que le projet d'Alain Moati, qui a gagné après un concours de maîtrise d'œuvre assez concurrencé, puisqu'il y avait presque 200 architectes qui se sont candidatés pour ce projet, et évidemment de façon très anonyme, nous ne connaissions pas cet architecte, mais dans son projet, dans ses esquisses, on a bien perçu qu'il respectait la mémoire du lieu. Et ça, pour nous, en tout cas pour la ville, c'était quelque chose d'essentiel pour l'acceptation de cette transformation de destination par le territoire en premier lieu, puisque l'appropriation, si elle n'est déjà pas faite pour les habitants, le projet ne peut pas fonctionner. Évidemment qu'aujourd'hui, les franciscaines, c'est un lieu de destination qui s'adresse évidemment à la population permanente, mais aussi à un public qui vient de loin pour une proposition culturelle ambitieuse, qui fait qu'on se déplace pour aller voir une exposition, pour aller voir un spectacle et pour vivre une expérience. Néanmoins, l'objectif était vraiment de concilier toutes les formes de public. Et je crois que la rénovation et le traitement patrimonial et architectural fait aussi en sorte que cette conciliation des publics se fasse. Un autre sujet sur la partie architecturale, c'est la façon dont on signale ce changement dès l'extérieur. Parce que ne pas conserver le projet tel qu'il était, c'était voir une église, une chapelle. Enfin, on est effectivement, pour le public qui passe devant, décider que c'est un lieu de culture qui a changé de destination, il nous fallait trouver des solutions. Donc on a trouvé ce haut portail comme un livre ouvert avec un écran numérique qui permet d'attirer le regard et de dire aux visiteurs, voilà, c'est une maison dans laquelle vous pouvez entrer. Et puis ensuite, des signes aussi ont été conservés, ont été restaurés, et des signes religieux. La question s'est posée de savoir, dans un lieu de culture ouvert à tous, si des signes religieux pouvaient être une donnée perturbante. Voilà, on a gardé ce qui racontait l'histoire, on a gardé tous les vitraux qui racontent l'histoire de Saint-François et l'histoire du lieu. On a fait des choix comme ça. Il y a quelques signes religieux qui ont été repris par les sœurs franciscaines, qui sont nos voisines et qui étaient aussi heureuses de récupérer quelques éléments qui les avaient accompagnées leur vie durant. Oui, les sœurs franciscaines qui participent à la construction de la mémoire aussi, vous nous aviez confié... Qui vous aident aussi à... En fait, elles sont dans le quotidien, puisqu'elles sont voisines. Elles ont suivi le chantier avec une grande attention. Elles ne sont absolument pas mêlées du projet politique. Elles ont juste été attentives. Et aujourd'hui, elles sont nos visiteuses quotidiennes. Dès qu'elles ont de la visite, de la famille, des amis qui viennent les voir, elles sont fières d'aller leur présenter la transformation du lieu que certains ont connu. La chapelle, c'est pareil, dans l'histoire et le patrimoine, les lieux des franciscaines ont gardé leur dénomination historique. La chapelle, c'est notre salle de spectacle. On se donne rendez-vous dans le cloître et on va manger au réfectoire des sœurs. Et voilà, et on a un petit salon qui s'appelle le Paradis. Et on est heureux et on pense que c'est quelque chose qui apporte de la bienveillance sur le projet. Mais finalement, on n'a pas renié cette histoire et c'est ce qui a permis vraiment à tous de s'approprier le projet et de le vivre avec le plus d'envie et de curiosité. Et ce qui fait que voilà, on a ouvert en mai 2021. Depuis mai 2021, on a accueilli plus de 800 000 visiteurs. C'est un lieu qui a trouvé son public, sa forme. On reviendra sur l'hybridation et comment elle se traduit à la fois dans l'espace et dans les formats de programmation. Mais ça, c'était le point de départ parce que c'est toujours un sujet sensible que le dossier urbanistique et la façon dont on va traiter une architecture patrimoniale existante. Et oui, je rebondis complètement sur ce que dit Caroline. Nous, on a travaillé avec un cabinet d'architecture qui s'appelle Construire,
avec Loïc Julienne. Le cabinet Construire, c'est notamment celui qui a fait le lieu unique à Nantes, qui a fait la condition publique à Roubaix, qui est assez spécialisé dans cette rénovation de lieux patrimoniaux pour en faire des lieux culturels. Et c'est vrai que leur approche est très intéressante. Ils nous ont encouragés à garder au maximum visibles les traces du passé. Alors nous, on est dans un lieu de patrimoine industriel. On est classé à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Donc, il nous fallait garder, on va dire, les façades et les toitures telles quelles. Je ne sais pas si peut-être on peut montrer quelques images pour illustrer. Alors, ça commence par les franciscaines. On est sur du patrimoine industriel du XVIIIe siècle. Ça, c'est la citadelle. Et voilà, ça c'est le Sioux. Donc là, on voit les façades extérieures. Et après, c'est vrai qu'à l'intérieur, par contre, les architectes se sont fait plaisir, mais à chaque fois en gardant visible au maximum les traces du passé. Là, on voit dans le foyer d'accueil, par exemple, on voit des piliers qui sont des piliers d'origine. Le sol, on ne voit pas, mais c'est vert. Et en fait, c'était une surface qui permettait d'accueillir des charges très, très lourdes. À différents endroits du bâtiment, on a conservé des panneaux acoustiques qui venaient amortir le bruit dans des salles de machines qui étaient très, très bruyantes. Donc, c'est vrai que c'était une façon pour nous de rendre hommage à ce passé industriel. Parce que quelque part, quand on est dans un lieu patrimonial comme ça nous oblige aussi vis-à-vis des habitants. Et c'est vrai que nous, on est très, très contents quand parfois on a des anciens ouvriers parce que la manufacture des tabacs, la CETA, a fermé en 2004. Donc finalement, l'histoire est assez récente. Et quand ils viennent et qui nous disent « Ah mais oui, mais moi, je travaillais par-ci ou je travaillais par-là », c'est vrai que c'est touchant. Justement, vous nous aviez parlé d'anciennes ouvrières qui étaient venues faire les médiatrices pendant un certain temps. Alors, à l'ouverture du lieu, en 2021 également. Enfin, nous, on a commencé à ouvrir en 2020, période Covid oblige. On a ouvert complètement en 2021. On avait, pendant le chantier, commandé à une photographe de Libération qui s'appelle Valérie Coutron, qui avait déjà fait une première collection de portraits des ouvrières au moment des grandes grèves dans les années 80, des ouvrières de la manufacture. On lui avait proposé de revenir et elle avait fait des portraits des mêmes ouvrières qu'elle avait retrouvées, et on avait fait l'exposition des portraits croisés années 80, 2019. L'exposition avait eu énormément de succès et les ouvrières, celles qui le souhaitaient, parce que pour le coup, toutes les ouvrières n'étaient pas enthousiastes par rapport à leur vie passée, mais celles qui étaient là et qui nous racontaient la manufacture, qui était un petit peu l'histoire de leur vie, parce que le travail est important dans une vie, mais qui racontaient leurs copines, qui racontaient l'odeur du tabac sur leurs vêtements quand elles sortaient. C'est vrai que c'était très fort et ça a amené énormément de public. Mais je pense qu'on peut justement en venir à la question des publics, à leur façon de s'approprier vos lieux et la façon dont vous concevez aussi la vie quotidienne, puisque vous nous aviez partagé que vous aimez aussi penser que les gens peuvent déambuler, à la fois avoir quelqu'un qui va prendre un livre, une autre personne qui prend son café ou qui attend de voir un spectacle. Donc, comment vous arrivez à impliquer les visiteurs, visitrices et aussi les habitants et habitantes dans la conception du projet et dans sa vie actuelle? Donc, oui, peut-être on peut commencer par vous, Caroline Clémençat. Oui, mais je reviens sur les images dont j'avais oublié, mais effectivement, je vous parlais il y a quelques minutes de la façade et de la façon de caractériser ce changement de destination sans détruire les façades existantes qui sont disparates. Vous voyez, de part et d'autre, on n'est pas sur les mêmes
la même nature de bâtiment. Donc, il fallait pouvoir donner cette visibilité dès l'extérieur. Donc, ce haut portail, voilà, est une invitation à entrer. Et quand on entre aux franciscaines, on trouve donc cette grande place, ce cloître, qui est un peu l'agora des franciscaines, le lieu où on se donne rendez-vous, où on se retrouve pour lire la presse, pour discuter, pour jouer. En fait, l'idée vraiment, c'était d'en faire un lieu de vie. Ça, c'était vraiment un des objectifs. Premier, c'est que les gens puissent avoir un lieu qui leur appartient pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir y échanger, pour pouvoir y travailler, pour pouvoir s'y cultiver, pour pouvoir s'y amuser, se restaurer. Et donc, pour faire en sorte que les gens s'installent, il faut qu'ils se sentent bien. On parlait de l'hybrité et des fonctions tout à l'heure. Un élément sur lequel je souhaite attirer votre attention, c'est la solution qu'on a trouvée pour conceptualiser le projet des franciscaines et donner du sens à cette réunion dans un même lieu de fonctions qu'on connaît tous de façon distincte. Et donc, notre objectif, ça a été de trouver la solution pour mettre en relation les collections et favoriser les usages. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance des usages et je suis sûre que c'est la clé en fait des lieux, des tiers-lieux, c'est la question des usages. Donc on voit en fait, on a imaginé des univers thématiques dans lesquels nos collections muséales permanentes, les collections documentaires et patrimoniales de la médiathèque sont présentées par thématique dans des lieux qui sont autant des lieux à visiter que dans des lieux à vivre. On passe dans des univers et on circule ou on s'y installe pour une demi-journée, 1 heure, 3 heures pour y travailler. Et en fait, on s'approprie le lieu de cette façon. Évidemment, l'entrée aux franciscaines est libre et gratuite. Là aussi, on est sur un modèle qui est à la fois un compromis avec les lieux de musée, d'exposition, qui est une entrée payante. Aux franciscaines, on vient et on revient autant de fois qu'on souhaite dans la journée. Et cette articulation dans les univers permet à chacun de côtoyer des chefs-d'œuvre, d'avoir de la document associée pour pouvoir comprendre le propos et le cheminement, et en même temps être acteur de son parcours. On n'impose rien. Le visiteur est libre d'aller s'y installer, d'y aller s'y poser, d'aller réviser. C'est le bac actuellement. On a pas mal de bacheliers. Et donc, on a ce ruban de la connaissance qui est en fait cette grande étagère sur lequel les livres sont installés et qui, avec les 6 messes, permettent de faire écran avec des espaces de déambulation et à l'intérieur des alcôves où on se sent un petit peu plus protégé. Mais toujours avec une transparence et toujours avec un mobilier, une scénographie, une couleur, une ambiance qui fait que l'expérience du visiteur est différente selon qu'il s'installe dans l'univers cheval, dans l'univers spectacle, dans l'univers art de vivre, dans l'univers jeunesse. Et en art de vivre, on a même poussé le curseur un peu plus loin. On peut s'y allonger, on peut faire sa sieste, on peut, voilà, on voit pas mal de visiteurs avec le livre, non pas devant les yeux, mais un peu plus posé sur le visage. Parce que voilà, ils viennent se promener à Deauville, ils ont envie d'une pause culturelle, ils viennent se détendre, c'est un lieu de bien-être, de mieux-être. Et donc, en fait, tous ces univers, tous les usages sont possibles. Et donc, c'est ça, en fait, la singularité du projet des franciscaines et la façon spatiale qu'on a trouvée pour concilier tous ces usages et ces collections. Puisque souvent, dans les tiers-lieux, peut-être une singularité qu'on a par rapport à d'autres tiers-lieux, c'est qu'on a en charge des collections, leur conservation, leur valorisation. Donc ça, c'est les collections permanentes qui sont aussi présentées de façon régulière, mais par rotation, hein, évidemment. Le visiteur ne découvre pas toujours les mêmes œuvres. Et j'avais cité, lors de notre échange, on peut avoir un tableau de Gustave Courbet, de Monet, et en même temps est en train de réviser son DS de maths pour la semaine prochaine. On a cet environnement qui crée une proximité aux œuvres, une accessibilité. On parlait de la Joconde tout à l'heure, et le fait qu'on la voyait plus. Et ben, aux franciscaines, les visiteurs, c'est l'inverse. Ils ne croient pas à leurs yeux de se dire mais c'est quoi cette proximité aux œuvres? Mais est-ce que c'est des reproductions? Est-ce que c'est des vrais tableaux que vous nous présentez? Et là, il y a une vraie surprise. Et quand on leur dit mais non, ce sont les collections du musée, il y a un respect qui est tout de suite... en fait, il y a un pacte de respect qui se conclut avec le visiteur, qui est tellement dans la gratitude par rapport à cette possibilité-là, que les lieux, ça fait 4 ans et demi que le bâtiment est ouvert, est absolument bien maintenu et qu'on ne déplore quasiment aucun incident. Je touche souvent de la peau de singe quand je dis ça, parce que c'est toujours... voilà, on ne sait jamais, évidemment. Et donc, les espaces accueillent aussi des collections
des typologies, c'est à la fois du jeu, de la BD, des documents aussi accessibles par tablette numérique, et puis les œuvres, les collections du musée, des esquisses, des tableaux, de la peinture, la photographie, beaucoup. Et donc voilà, tout cet environnement crée en fait le tiers-lieu des franciscaines, la façon dont on peut vivre la culture franciscaine. Et ça rebondit avec de la programmation, puisque ces univers thématiques ont leur pendant en programmation. Quand on parle du spectacle, on a un rendez-vous les franciscaines en scène. Quand on parle de l'univers cheval, c'est parce qu'à Deauville, c'est la première religion, c'est le cheval. Donc on a créé un fonds patrimonial cheval important, et donc on a un rendez-vous les franciscaines au galop, un rendez-vous franciscaine à livre ouvert. Et ça, c'est des rendez-vous récurrents, mais qui permettent de relier la partie spatiale, matérielle des collections et la programmation associée. Et en fait, ça crée un environnement où finalement, le visiteur, et dès le début, ne se pose plus la question, est-ce que je suis au musée? Est-ce que je suis à la médiathèque? Est-ce que je vais au spectacle? Et là où certains sachants nous disaient, mais vos visiteurs vont être perdus, le visiteur ne se perd pas du tout. Il est au contraire invité à son rythme et avec une fluidité très facile à découvrir des horizons qu'il ne se serait peut-être pas autorisé si les lieux ne proposaient pas l'ensemble de cette proposition. Peut-être que justement vous voulez nous parler, vous, de la façon dont vous êtes réapproprié le lieu et qui est encore en cours, je crois. Alors pour rentrer un peu dans le détail des usages, il faut parler des contraintes, malheureusement. Donc avec une photo sous les yeux, ça fonctionnera mieux. En fait, le quotidien aujourd'hui du site, il est encore très fortement imprégné du chantier. Parce que dans l'immédiat, c'est un work in progress, le lieu est ouvert partiellement. Donc ce qui a ouvert en mai dernier, on vient de fêter nos 1 an, c'est en fait les jardins. Sur le site que vous voyez là, qui fait 5 hectares, il y a 3 hectares d'espace vert. Celui qu'on voit en bas de la photo, lui, est encore fermé. Et il y en a un qui est un peu dissimulé, qui fait 1,5 hectare, qui donc a été ouvert comme un espace public. Mais qui vit en ce moment même en parallèle des chantiers qui, eux, continuent de restaurer le lieu. Donc on est plutôt, nous, dans une jungle entre qu'est-ce qu'on peut rendre accessible dans l'immédiat et qu'est-ce qui doit continuer à avancer comme usage travail. Nous, c'est aussi de cette manière-là qu'on s'identifie par rapport à la définition tiers-lieu, c'est qu'on travaille beaucoup sur le site. Il y a ce chantier d'insertion qui est présent, il y a les artistes qui sont en résidence, il y a un quartier de l'innovation qui a été ouvert avec des startups qui sont installées et qui travaillent sur le rapprochement entre patrimoine et art numérique. Donc il y a quand même un volet travail très fort. Donc on zigzague entre les chantiers pour pouvoir faire une proposition au public qui rentre à l'intérieur. Alors cette proposition d'espace public et de jardin public, qu'on essaye de connecter aux volontés culturelles du lieu, on va y retrouver des sorties de résidence, des propositions artistiques assez légères la plupart du temps, plutôt spectacle vivant. On va y retrouver de la musique du DJ set ou des œuvres qui sortent des résidences et qui sont posées dans les jardins pour qu'elles puissent être accessibles de manière libre. Donc ça, c'est le volet espace public, entrée gratuite et possibilité de s'approprier un peu les usages qu'on souhaite. On retrouve des usages qu'on avait imaginés un petit peu. On vient pour fêter l'anniversaire de son enfant, on vient bouquiner, on vient faire la sieste, ou on vient ne rien faire aussi, comme dans un jardin. Et après, il y a les choses qui vont être proposées à l'intérieur du fort. Donc là, c'est un peu plus codifié. On a tout un programme de spectacles vivants et d'art vivant au sens large. On fait une 50aine de dates par an, donc c'est musique, cinéma de plein air, théâtre, spectacle vivant, mais où là, on est dans un rapport un peu plus classique. Il y a une billetterie, on rentre, il y a une jauge, et on assiste à une proposition qui souvent est construite avec les acteurs artistiques du territoire, donc qu'on pilote pas toujours en direct, ou qu'à minima on coproduit. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de se demander où iront les usages et quelles sont les attentes des citoyens. Quand on a signé le bail amphithéotique avec la ville de Marseille, la première phase, ça a été d'organiser des grands échanges participatifs avec les riverains, les citoyens plutôt arrondissement 1er et 7e de Marseille, pour les interroger sur les attentes. Donc il y avait des attentes culturelles, des attentes très liées à l'espace vert, en fait, qui, moi, pour ma part, est presque un métier que je découvre, du coup, de ce qu'on peut véritablement faire, et des usages beaucoup plus pointus, ou des usages très patrimoniaux de « je veux le visiter, je veux qu'émerge un musée qui traiterait enfin du patrimoine marseillais », parce qu'il n'y a pas énormément de lieux à Marseille qui prennent la parole sur le patrimoine. Donc là, on rentre aussi dans une nouvelle phase maintenant qu'on a lancé, on va dire, les premiers usages, quels sont les prochains, quelles sont les attentes et qu'est-ce qu'on va pouvoir véritablement proposer.
Mais peut-être juste pour compléter ce qu'ont dit Caroline et Benjamin, je pense que l'essentiel, le plus important en fait, c'est que le lieu soit un lieu de vie, comme tu le disais, nous c'était vraiment notre leitmotiv au départ, et que le lieu soit ouvert. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un accès au public. Nous, on est ouvert 364 jours sur 365. Je pense que dans la ville de Morlaix, il y a l'hôpital, le commissariat de police, et nous. Il faut que les gens s'approprient en fait et se sentent bien dans le lieu pour l'utiliser au quotidien et pour que ça leur appartienne quelque part. Mais justement, pour s'approprier un lieu, comment on fait pour faire tomber un peu les frontières symboliques que peuvent représenter le lieu ? Je pense notamment à la citadelle de Martial, qui est quand même très imposante et qui a été pendant longtemps avec un accès interdit aux habitants. Ouais, il y a d'ailleurs une photo que je vous avais partagée qui symbolise un peu plus l'image qu'en ont les Marseillais quand ils sont en bas, parce que là, on est à 50 mètres au-dessus de la mer. Qui est plutôt celle-là. Voilà. En fait, nous, le défi, c'était, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Marseille, on est sur le Vieux-Port, en face du Mucem, qui lui est très identifié. On nous voit d'en bas. C'est un fort militaire qui a toujours été pensé pour qu'on n'y rentre pas, donc pour devenir un lieu accueillant, même esthétiquement, ou en tout cas, quand on y pose le regard, c'est quand même un petit challenge. La clé, elle est celle de faire des propositions, ouvrir la porte de la plus grande manière possible, sachant que nous, nos portes, elles sont toutes petites et elles ne sont pas exactement très accueillantes. Il y a des escaliers, on a des problèmes assez importants d'accessibilité, notamment PMR, parce que, encore une fois, fait pour repousser l'assaillant, donc dépenses à 12%, décalades qui sont assez difficilement accessibles. Donc, ce sera une pédagogie relativement longue et il y a un grand paradoxe pour nous qui est celui d'être, tout le monde sait, tous les Marseillais savent où est la citadelle, elle fait partie du paysage global du Vieux-Port et en même temps tout le monde l'a un peu gommé de l'image qu'on peut avoir du Vieux-Port parce qu'on n'a pas pu y aller pendant 350 ans en fait. Donc outrepasser ça, il y a une grande curiosité, il y a une attente assez énorme et en même temps il y a une nécessité un peu d'aller chercher. Donc c'est évidemment un travail qu'on mène pas tout seul, on le fait avec la ville de Marseille, on le fait avec tous les acteurs socio-éducatifs qui ont envie de se saisir de l'objet, on le fait avec tous les scolaires et la DAC évidemment et tous les partenaires socio-éducatifs. Mais c'est un long travail que de rendre accessible et poreux quelque chose qui a été foncièrement fermé et très hermétique. Et moi, si je reprends l'expérience du Sioux, là, on était beaucoup plus accessible, mais notre cabinet d'architecture nous a aussi beaucoup aidé là-dedans. C'est-à-dire que le chantier a été, dès le départ, décrété ouvert au public. Il y avait une cité de chantier avec une architecte en résidence qui a accueilli à peu près toutes les écoles du territoire, mais aussi des entreprises, des particuliers, des touristes. Donc pendant les 2 ans et demi qu'ont duré le chantier, je pense que 90% de la population est venue à un moment ou à un autre au Sioux. Au moment où on a démoli aussi à l'intérieur, on avait fait un grand week-end. Venez prendre ce que vous voulez. Donc les gens repartaient avec un petit bout de parquet, un petit bout de carreau, un souvenir de la Manu. On a organisé pendant un été une boîte de nuit dans le chantier, donc avec des grosses soirées pendant 2 mois entiers. Mais tout ça a fait qu'avant même qu'on ouvre nos portes, finalement, les habitants nous connaissaient, les habitants connaissaient le chemin, connaissaient le lieu et assez facilement se sont appropriés les espaces. Ouais, c'est à peu près le même processus et on voit qu'il fonctionne. C'est que nous, très vite, le lieu, ça c'est évidemment su que le projet allait donc se faire dans les franciscaines. Donc, des réunions de concertation, donc ça c'est plus traditionnel, mais c'est néanmoins utile et nécessaire pour pouvoir lever les obstacles. Et surtout, on a ouvert les portes avant même le démarrage des chantiers pour aussi faire de la production, de spectacles, de rencontres. Voilà, les lieux ont été redécouverts par beaucoup de Deauvillais qui avaient pas du tout en mémoire cet espace, donc il y avait beaucoup de côté de curieux, mais aussi d'intérêt pour ce lieu dans lequel ils pouvaient déambuler, et c'était très labyrinthique. Pour ceux qui connaissent les lieux aujourd'hui, c'est très facile de se repérer. On a d'ailleurs pas de plan à disposition du public parce qu'en fait il y a des percées, des transparences qui fait que dès le rez-de-chaussée on sait où aller.
Mais c'était pas du tout le cas historiquement. Il y avait vraiment, c'était un labyrinthe et on pouvait très vite se perdre. Et ça, le public a adoré. Ensuite, ça a été les réunions, les visites de chantier. Chaque semaine, qu'il pleuve, qu'il neige, on était avec nos visiteurs casques de chantier sur la tête pour les emmener découvrir toutes les étapes. Et ça, toutes les semaines, moi-même, mes collègues de la culture, tout le monde s'est relayé pour accueillir des groupes. Alors évidemment, les autorisations de la maîtrise d'œuvre sont pas forcément les plus faciles à obtenir, mais bon, de toute façon, quoi qu'il advienne, la ville sera responsable. Donc on a mené et on a bien fait, parce que les visiteurs sont venus à plusieurs reprises. Le chantier a débuté en 2018, on a ouvert nos portes en 2021. Donc voilà, tout ce temps, ça a permis de tisser des liens, de l'intérêt, et ça c'est essentiel pour pouvoir fédérer le territoire autour d'un projet. Ça a été aussi des visites avec les scolaires, etc. Et puis après, une fois les portes ouvertes, l'appropriation, elle passe par l'accessibilité libre et gratuite. Alors il y a des visiteurs qui, des fois, sont, même sans la question tarifaire, sont intimidés. Et donc là, notre rôle, c'est d'aller les chercher. Et l'expérience nous montre que plein de chemins possibles aux franciscaines pour amener des publics différents, mais le Fab Lab est un outil fantastique pour attirer des publics très éloignés des lieux de culture. Parce qu'apprendre en fabriquant, apprendre en faisant sur des personnes qui sont isolées socialement, ça produit des petits miracles. Et finalement, voilà, ils ont mis un pied, 2 pieds, et puis finalement, ils s'y sentent bien, ils reviennent. Donc, on utilise vraiment tous les outils de la mallette franciscaine, et il y en a plein, pour aller chercher tous les publics. Parce qu'on aime aux franciscaines, c'est ce croisement des publics. C'est d'avoir dans la même journée les sœurs franciscaines, l'association de loisirs de la ville de je sais pas où qui vient, les scolaires, le public d'entreprise aussi, le modèle économique des franciscaines, parce que c'est un investissement lourd en termes de fonctionnement. Le coût d'investissement, ça y est supporté. Et là, on trouve souvent des soutiens. Sur le fonctionnement, c'est plus difficile après. Et donc, c'est un lieu qu'on peut privatiser partiellement ou totalement. Et on a énormément d'entreprises, puisque la privatisation, on ne la propose qu'à la cible professionnelle. On ne fait pas les mariages ni les fêtes de famille. Ça, c'est quand on aura... Voilà, ça sera grande difficulté, on le fera, mais pour le moment, on n'y est pas encore. Et surtout, ça permet, c'est très vertueux, ça permet d'attirer aux franciscaines. L'année dernière, c'est 25 000 visiteurs professionnels qui sont venus pour une assemblée générale, un cocktail, un dîner aux franciscaines. Ces visiteurs, systématiquement, on leur propose de découvrir l'histoire des lieux ou de visiter les expositions du moment ou un petit happening spectacle. Enfin, il y a une offre culturelle qui est forcément associée. Ce chef d'entreprise, il va rentrer chez lui, il va dire « j'ai passé un bon moment avec mes collègues, j'ai découvert un super lieu » et le week-end suivant, il revient en famille ou entre amis. Et ça fait un effet boule de neige extrêmement fort. Et le chef d'entreprise, quand il est là en train de se rassembler avec des collègues, voir les scolaires passer ou les sœurs franciscaines arriver ou du public individuel, ça enrichit son expérience. Et en fait, là où on pouvait craindre au début que ce croisement crée des nuisances pour l'un, pour l'autre et qu'au final, personne ne soit content, c'est tout l'inverse qui se produit. Tout l'inverse. Et là, moi, je dis, n'ayez pas de crainte pour les lieux qui réfléchissent à organiser des synergies de ce type. Les publics aiment se croiser, aiment se voir. Ils n'ont pas besoin d'être masqués, d'être enfermés. Et au contraire, ça crée de la discussion, ça crée de l'échange. Et c'est très, très positif dans l'ouverture du lieu et dans sa capacité à attirer toujours plus de visiteurs. C'est peut-être l'occasion de parler modèle économique justement et la question des labels aussi et puis des subventions publiques parce que vous remplissez des missions de services publics mais vous rentrez pas vraiment dans les cases. Donc comment vous en sortez ? C'est dur. On va devoir donner les chiffres, mais... C'est drôle, on parlait tout à l'heure justement de notre pourcentage d'autofinancement avec Karen et on était, je pense, mutuellement surpris. Nous, à la Citadelle, il faut bien distinguer l'investissement MH, Monument Historique, Restauration, qui est une partie du budget évidemment, qui nous occupe encore beaucoup, et celui de l'exploitation, qui du coup est celui de tout le projet culturel que j'ai essayé de vous résumer. Sur ce modèle-là, on est à 95% d'autofinancement.
Moi, j'avais jamais connu ça dans aucun modèle culturel pour lesquels j'ai travaillé. J'ai travaillé pour des EPCC, de l'associatif, du privé. Enfin, c'était une vraie découverte. Donc, c'est aussi ça, finalement, qui a participé de notre validation de la terminologie tiers-lieu. En fait, c'est ce modèle-là où l'exploitation du foncier, puisque concrètement, sur l'exploitation aujourd'hui, c'est ça, c'est de la location d'espace, c'est de la mise à disposition d'espace, de la privatisation, c'est la location à l'association Actavista qui restaure le fort depuis 21 ans, qui donc a son siège, puisqu'elle a restauré depuis son existence une quarantaine de lieux patrimoniaux. Donc elle a besoin d'un siège qui, en l'occurrence, est hébergé là et qu'on lui loue. Donc pour nous, ouais, c'est un modèle très périlleux. Et si on rentre un petit peu dans le détail de là où on en est aujourd'hui, on partage une nomenclature de bail qui est un bail amphithéotique qu'on a signé avec la ville de Marseille pour 40 ans, qui est un format relativement particulier qui nous donne beaucoup d'obligations, quasiment celles d'un propriétaire, mais qui empêche la ville de Marseille juridiquement de participer au projet alors qu'il a une vocation d'intérêt général, alors qu'il exploite un jardin, qui est clairement la compétence de la ville. Donc aujourd'hui, on est en renégociation du bail et en requalification un peu des obligations de chacun pour que le projet soit viable. Parce que clairement, dans l'immédiat, à 95% d'autofinancement, il ne l'est pas. Et moi, j'étais très, très fière avec mes 75% d'autofinancement de recettes propres. Maintenant, je me sens un peu moins fière. Mais non, c'est déjà énorme pour un lieu culturel, tout simplement. Mais c'est aussi là où on arrive aux limites du modèle, parce que ça nous oblige finalement à faire beaucoup de privatisation, beaucoup d'événements pour faire tourner le bar, beaucoup de mise à disposition. Et finalement, l'intérêt général qu'on a envie de défendre, l'ouverture du lieu, ça coûte cher. Ça coûte cher en termes de personnel, ça coûte cher en termes de ménage, de maintenance, de fluide, de tout ce que vous voulez. Et pour pouvoir continuer à rester ouvert tout le temps, pour pouvoir continuer à accueillir gracieusement une partie du public, organiser des événements qui ne vont pas tous être payants, nous c'est pareil, hein, on a un accès gratuit et ensuite sur les spectacles ou sur le cinéma, les gens vont payer un billet de spectacle de façon normale. Mais pour continuer à avoir ce frottement des publics, en fait, on aurait besoin d'un tout petit peu plus de soutien public. Quelque part, c'est une force parce que finalement, on est très libre, très indépendant et on programme ce qu'on a envie de programmer, mais ça nous contraint vraiment dans l'ouverture au partenariat avec des toutes petites associations ou pour accueillir plus de public gratuitement. Donc je ne sais pas combien de... Moi, je suis la moins bonne élève, peut-être, mais après, c'est pas le même modèle. Nous, on a choisi le modèle de l'EPIC, de l'établissement public industriel et commercial. C'est un établissement qui avait été pensé depuis le début avec un fonctionnement en régie. C'est un projet porté par la municipalité, même pas par l'intercommunalité qui n'a pas cette compétence culture. Donc, mais pour des raisons fiscales et parce que l'activité commerciale était vraiment importante dans le modèle économique à venir, un EPIC a été créé. Et la ville de Deauville confie par voie de convention d'activité et convention patrimoniale la gestion des franciscaines à son EPIC. Et en fait, dans l'EPIC, il ne siège que la ville de Deauville. Donc, le maire et le président et les élus sont les administrateurs. Donc, on est entre nous, c'est de l'entre-soi, puisque c'était le projet municipal et donc c'est le modèle qui a été trouvé. Concernant la question des financements, j'ai parlé d'un accès libre et gratuit. Évidemment, le modèle économique, ça le met en difficulté, mais c'était la garantie d'en faire un lieu de vie et là, l'objectif est parfaitement atteint. Les sources de recettes sont principalement la privatisation, on en a parlé. La librairie boutique qu'on gère nous-mêmes aussi. On n'est pas passé par un opérateur. C'est un outil formidable quand on arrive à le manier parce que ça permet aux visiteurs de vraiment prolonger son expérience de visite et d'être très agile dans la proposition des produits. On a la seule exception de la gestion in-house du projet, c'est la partie restauration in situ, ce qu'on appelle le réfectoire, là qui est confié par voie de convention d'occupation temporaire à un exploitant. C'est un métier quand même à part entière et on voulait trouver un opérateur plutôt
inventif. On ne trouve pas au réfectoire des franciscaines le steak frites ou la salade César qu'on peut trouver partout. C'est une cuisine qui est en résonance avec la programmation culturelle et qui offre aussi une expérience différenciante. Le modèle économique, le mécénat est important parce que le tissu, alors évidemment, Deauville, on manque d'entreprises majeures implantées. On n'est pas une ville industrielle, on vit du tourisme. Donc voilà, on va vraiment avec les dents chercher des mécènes, mais ça fait vraiment partie du modèle économique, c'est important. Et puis sinon, bah, évidemment, le soutien des institutions publiques, la région, le département. Aujourd'hui, notre budget est conséquent, plus de 5 millions d'euros, et on fait 55% de recettes propres dans un lieu accessible gratuitement. Donc nous, on est plutôt fiers, on est plutôt en progression comme ça, mais c'est toujours fragile parce que là, effectivement, il y a une équipe municipale qui a fait de la culture son projet politique. Ça sera peut-être pas toujours le cas, et là, le mode de fonctionnement sera évidemment très impacté. Après, c'est un équipement qui a des nécessités de fonctionnement importantes. On fonctionne beaucoup avec des expositions temporaires et c'est ce qui coûte le plus cher. On réinvente à chaque fois les scénographies, les espaces et la production, mais c'est ce qui a créé en quelques années voilà, une appropriation et un rayonnement de la proposition culturelle des franciscaines. Et donc, on continue à aller dans cet investissement tout en essayant voilà, de rationaliser au mieux les coûts. Mais voilà, c'est un gros bateau aujourd'hui. C'est une 40aine de salariés et un club de bénévoles dont j'ai oublié de parler, mais peut-être c'est une question suivante. Merci beaucoup pour vos réponses pratiques sur les modes de financement de vos structures. Je vais rebondir sur autre chose dont vous avez déjà un peu parlé, sur la diversification des publics. Comment vous arrivez au fur et à mesure du temps à diversifier vos publics et aussi à impliquer les habitants? Alors, moi, je peux parler de la manière dont on construit la programmation artistique et culturelle. En fait, on la réfléchit beaucoup avec des partenaires et avec les communautés qu'ils embarquent. On a fait une première saison, par exemple, de préfiguration en 2023, avant vraiment de lancer la première saison officielle en 2024. Et on est allé chercher des partenaires très divers, donc toujours des partenaires culturels, donc c'est aussi déjà un peu consigner le public, mais on a pu par exemple accueillir Marseille Jazz des 5 continents, qu'on pourrait considérer comme voilà, une communauté d'audiophiles un peu particulière, mais on est aussi allé chercher des organisateurs de soirées plutôt qu'on pourrait qualifier d'électro-techno, qui s'appelle le Twerkistan, donc public très jeune, plutôt 20-30, plutôt issu de la diversité, et on trouvait ça assez génial de leur donner les clés d'un lieu comme celui-là, en imaginant des parcours de médiation un peu particuliers. Il y a eu des visites flash pour les gens qui venaient sur la soirée, qui découvraient totalement le lieu, jamais rentrés dedans, a priori pas exactement un public qu'on estimerait se jeter sur une visite guidée commentée d'un bâtiment comme ça. Donc on fait, ça n'est qu'un exemple parmi probablement 50 depuis qu'on a ouvert, mais c'est la manière dont on va aller chercher un petit peu différents types de publics. On s'entoure en fait de partenaires. On a aussi j'allais dire une cible, c'est pas exactement le bon mot, mais c'est 120 salariés en insertion qui travaillent au quotidien sur le site. Si on l'étale sur l'année, puisqu'il y a quand même du turnover sur ces chantiers, ils sont 400. C'est la plupart du temps des salariés qui ont un parcours assez difficile, qu'on pourrait qualifier de précaires et qui sont sortis un peu des métiers. Donc on fait aussi beaucoup de choses avec eux et leurs familles parce que c'est notre public premier. En fait, ils sont là, ils restaurent, mais on a envie qu'ils profitent du lieu comme le grand public. Donc il y a aussi beaucoup d'initiatives en lien avec eux. Et après, il y a tout le volet pédagogique, aussi scolaire évidemment, très intéressé d'abord par l'aspect patrimonial, mais qui vient aussi découvrir tout ce qu'on fait autour des métiers de la main, le chantier, le dispositif d'insertion, le lieu de proximité, le lieu de vie qui était peut-être moins identifié pour eux. Donc on a comme ça beaucoup de liens et de stratégies qui se juxtaposent et qui cohabitent. Nous, à la base, vous l'avez rappelé là, en introduction, le SIU, c'est le regroupement de trois associations. Donc déjà, ces 3 associations qui ont des publics complètement différents. Le cinéma, art et essai, je pense qu'on est sur une moyenne d'âge à peu près 50-60 ans. Wark, la musique électronique, on va être plutôt sur 18-20. Donc nous, le mélange des publics, en fait, on l'a souhaité en ayant une seule entrée au lieu. C'est-à-dire que
le foyer d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la même entrée là pour les gens qui vont au cinéma, pour les gens qui vont dans la salle du spectacle. Ça, c'est les salles de cinéma en rouge, ou pour les gens qui vont aller voir des musiques électroniques ou des matchs de boxe dans la salle de spectacle ou tout autre événement. Mais c'est vrai que je pense que l'enjeu n'est pas tout à fait pareil dans des petites villes comme les nôtres. Enfin, moi, Morlaix, c'est 15 000 habitants. Deauville, je ne sais pas combien c'est. Mais nous, il nous faut aller chercher tous les publics. C'est-à-dire qu'on essaye de diversifier aussi au maximum la programmation pour toucher les vieux, les jeunes, les très, très jeunes, les enfants. Et ça, c'est en fait chaque association au sein de sa structure, qui a des salariés dont le travail est dédié à l'EAC ou à la médiation culturelle. Bon, Franciscaine, c'est à peu près les mêmes façons de procéder, hein. C'est un lieu de programmation. Donc, on a cette programmation qui souvent, par des formats dont j'ai parlé tout à l'heure, mais résonne aussi avec la thématique de l'exposition temporaire du moment. Donc, on a à peu près 9 expositions temporaires sur une année. Donc, ça veut dire autant de thématiques à explorer. Donc, cette année était riche avec l'année France-Brésil, la présentation de l'œuvre de Sébastien Salgado, par exemple, qui vient malheureusement de nous quitter. Et donc, nous, on rebondit en fait sur ce thème et on va chercher des conférenciers, des spectacles, de la danse, des formes musicales, etc. pour tisser tout un écosystème. Et c'est la façon dont on travaille et finalement ça permet d'attirer des publics de plus en plus loin ou qui ont des affinités qui ne se sont pas encore intéressés à notre identité, à notre lieu. Donc ça, c'est un premier axe. Et le deuxième axe aussi, c'est de créer en fait des passerelles avec tous les opérateurs du territoire. Créer les franciscaines, c'était créer un écrin pour tous les festivals, tous les opérateurs qui interviennent, notamment pendant la période estivale, et ils sont tous successivement accueillis aux franciscaines. Alors ça ne devient pas forcément leur lieu de résidence, mais ils font des midi-concerts, des mini-formats, des soirées de présentation, etc. Et on crée cette circulation entre nos entités. C'est la même chose avec les établissements partenaires. J'ai parlé de la collection de la MEP il y a 5 minutes. Mais voilà, on crée avec la MEP, donc on va étendre nos publics jusqu'à celle des institutions avec lesquelles on travaille. Et l'autre façon, plus localement, c'est le club de bénévoles dont je voulais parler, parce qu'en fait, j'ai la casquette aussi de DGA à la ville, et donc j'ai suivi le projet de sa conception aujourd'hui. Et en tant que DGA, je m'occupe notamment de toute la partie événementielle. Et dans les événements, on a souvent besoin de bénévoles, qu'ils soient sportifs ou juste festifs. Et donc, j'avais sous la main des personnes qui aimaient donner de leur temps. Et quand on a ouvert les franciscaines, certaines d'entre elles sont venues me voir en me disant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? On a aussi envie d'en être. » On n'avait pas pensé à ce sujet du tout dans la réflexion. Et on s'est dit, pourquoi pas, on va leur proposer d'accueillir le public. Alors, pas aux fonctions d'accueil, quand vous arrivez aux franciscaines, il y a un pôle accueil, etc. Mais à certains endroits de circulation, pour aller créer du lien, pour aller discuter, pour aller renseigner, ou simplement être présent. Et finalement, aujourd'hui, j'ai un club de 60 bénévoles qui se relaient quotidiennement dans l'établissement et qui donnent par tranche de 3 heures une partie de leur journée. C'est souvent des personnes assez âgées, souvent profil plutôt féminin, et ça remplit une autre mission que le territoire a, c'est de lutter contre l'isolement. Et en fait, ces personnes qui sont souvent isolées socialement trouvent une fierté incroyable à venir aux franciscaines, à s'apprêter pour venir faire leurs 3 heures de rencontres et de médiation. Les visiteurs sont toujours à les remercier, mais c'est formidable, vous êtes bénévole, bravo madame, etc. Donc c'est autant de bienveillance réciproque qui fait que l'expérience de visite, des fois j'accueille des conférenciers et avant de les accueillir dans la chapelle, ils disent « Non, mais j'ai déjà eu la visite, j'ai une dame là-haut qui m'a tout expliqué, elle était formidable. » Et c'est l'une de nos bénévoles. Et donc, le bénévole ne remplace pas le professionnel. À un moment donné, si le bénévole a besoin et sent que le visiteur va être limité, il va l'orienter vers l'équipe professionnelle des franciscaines qui est toujours à disposition. Mais ça aussi, c'est une façon de faire rayonner le projet parce que ça va directement dans les foyers et ce travail de bouche à oreille, il est essentiel. Et ça a été un outil qu'on n'avait pas imaginé, mais que je ne saurais que recommander. Pour clôturer cette table ronde, nous aimerions vous adresser un grand merci
pour vos interventions et aussi un grand merci aux équipes du Château de Versailles pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup. Merci.